Après 13h20, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davy avec Sandrine Trainer. Aujourd'hui, comme un jeudi sur deux. D'ici là, une petite grande table des idées autour de la notion et du concept anglo-saxon de nudge. Le nudge, ce coup de coude en anglais, c'est un outil et aussi une théorie. À travers elle, il s'agit pour les décideurs de susciter l'adhésion, du marketing à la politique, du consommateur au citoyen. Le nudge est désormais utilisé pour influencer l'opinion tout en douceur. Influencer ou manipuler. On en parle avec notre invitée aujourd'hui, la journaliste Audrey Chabal. Elle publie « Souriez, vous êtes nudgé, comment le marketing infiltre l'État », un livre qui paraît aux éditions du Faubourg. Bonjour à vous Audrey Chabal. Bonjour. Alors voilà cet exemple du cendrier qu'on évoquait avec Thomas Cluzel. Ça, c'est un exemple de nudge appliqué. C'est pas l'exemple le plus célèbre. Le plus célèbre, c'est celui de la mouche dans l'urinoir. En quoi ça consiste ? Exactement. Alors, vous l'avez dit, c'est une technique marketing, surtout pour influencer. Le nudge, au départ, c'est un terme anglo-saxon qui signifie donner un coup de coude. Donc, on influence les individus de manière douce vers tel ou tel comportement. Et l'exemple le plus fameux, c'est celui de la mouche dessinée au fond de l'urinoir, qui incite les hommes à viser et donc à réduire les frais de nettoyage, puisque cela réduit les éclaboussures. Et celui du cendrier, l'idée, comme on l'évoquait, c'est de choisir entre un choix. Le choix est binaire, enfin voilà, choisir entre deux possibilités et surtout de ne pas écraser son mégot par terre et d'éviter de le laisser là. Voilà, c'est des cendriers publics qu'on peut trouver dans la rue. Où est né ce courant de pensée ? D'où est venue cette idée de nudge ? Alors, l'idée de nudge est alliée aux sciences comportementales. Le nudge, c'est un outil de l'économie comportementale qui est donc un des aspects des sciences comportementales qui comporte la psychologie cognitive, la psychologie sociale et l'économie comportementale. Le nudge a été créé, marketé même par l'éditeur de Richard Thaler et Cass Sunstein, qui sont donc deux auteurs américains qui ont publié en 2008 un ouvrage qui s'appelle Nudge et qui présente donc cette technique d'influence des individus. Ces deux auteurs, l'un d'eux, Richard Thaler, a reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux en économie comportementale. Et là, en fait, cette pensée s'appuie sur une idée ou un constat. L'humain, l'homme, les femmes auraient deux systèmes de pensée. L'un rapide, assez intuitif, automatique, l'autre plus lent, plus s'appuyant sur la raison, plus déductif aussi, c'est ça. Tout à fait, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, l'économie comportementale s'appuie beaucoup sur la psychologie cognitive. Et donc, un auteur, Daniel Kahneman, a mis en place cette distinction entre les deux cerveaux, le système lent et le système rapide. Et plus largement, l'économie comportementale part du principe que, à l'inverse de l'économie classique ou néoclassique, avec ce fameux homo economicus, homme rationnel, l'économie comportementale part du principe, à l'inverse, que l'homme n'est pas rationnel, il est soumis à ses biais, à ses émotions et prend de mauvaises décisions en raison de ces biais comportementaux. Donc, par exemple, on sait tout ce qu'il faut pour notre santé, manger sainement, faire du sport, ne pas fumer. Malgré tout, l'individu étant irrationnel, prend ce qu'on peut considérer comme étant de mauvaises décisions. Alors du coup, ce nudge va agir sur lequel de ces deux cerveaux et comment va-t-il essayer de l'influencer ? Alors, tout à fait. Le nudge va s'adresser à ce cerveau émotionnel, ce cerveau rapide. Il ne s'adresse pas du tout à la raison, puisqu'il considère que l'individu est irrationnel. Donc, on va s'adresser à ses émotions, à ses biais. On va utiliser ces biais comme levier pour justement l'influencer vers tel ou tel choix, vers telle ou telle décision. Ça part d'une bonne intention ?
Alors tout à fait, au départ, l'idée du nudge, c'est d'influencer pour améliorer la santé, la richesse et le bonheur, qui est le sous-titre de l'ouvrage Nudge. Donc les auteurs, Richard Thaler et Cass Sunstein, partent du principe qu'il est légitime d'influencer les individus pour leur bien. Ils ont inventé un concept qui est le paternalisme libertarien, qui est un peu un gros mot comme ça, un oxymore. Donc le paternalisme, on voit tout à fait ce que c'est, c'est-à-dire on agit en bon père de famille pour le bien de la nation et le bien des individus, et libertarien, tout en laissant le choix à chacun de prendre ou non telle ou telle décision. Mais tous les deux indiquent bien qu'il est légitime d'influencer les individus pour leur bien. Légitime pour leur bien, et pourtant ça leur a aussi été petit à petit reproché, parce qu'à travers ce paternalisme libertarien, on peut aussi voir une forme d'infantilisation du consommateur ou infantilisation citoyenne, et on va y revenir quand ce nudge, cet outil appliqué à la sphère marketing, a commencé à se déplacer vers la sphère publique et notamment politique. Oui, alors tout à fait, c'est-à-dire que les concepteurs du nudge ont bien conscience que leur concept peut être détourné. Ils précisent même aujourd'hui qu'ils font du nudge for good, donc du nudge pour le bien. À l'inverse du sludge, donc c'est le nudge qui est le mauvais nudge en gros, qui est utilisé pour faire le mal, selon eux. Donc ils ont une conception un petit peu binaire comme ça, mais effectivement c'est utilisé par donc les individus, par les concepteurs du nudge pour orienter pour le bien des individus. Mais effectivement, on peut se poser la question de la morale derrière. Qui décide de ce qui est bon et de ce qui est bien? On va écouter les mots du directeur général de l'Institut BVA. Il s'appelle Eric Singler et il est en charge de la BVA Nudge Unit. On l'écoute. Il était l'invité de Mark Weitzman sur France Culture en juin dernier. Nous, en nudge, on appelle ça du sludge. C'est Richard Thaler lui-même, l'auteur, ça veut dire de la boue, l'auteur de Nudge et le prix Nobel, qui a inventé ce mot pour désigner des pratiques scandaleuses qui visent sur la même base, c'est-à-dire la compréhension des comportements humains, comment je peux les manipuler, non pas pour leur bien, mais pour un intérêt très particulier. C'est en cela que les nudgers sont très favorables à ce qu'il y ait des lois qui régulent autant que faire se peut de l'information, de l'éducation, le développement de la pensée critique. Dire le nudge ne se comprend pas dans je crée un environnement et puis c'est tout. C'est j'éduque les gens, je leur permets de comprendre, je les informe et en parallèle, parce que l'éducation ne suffit pas, j'essaye de les aider par le petit geste le soir sur ma table de nuit, je peux éteindre tout. De la même manière, on peut faire beaucoup de choses sur Esther Duflo travaille sur des choses comme ça, sur la réduction de la pauvreté. IDs 42, qui est une très très grosse NGO aux États-Unis, travaille sur comment je peux favoriser l'arrivée dans les collèges et dans les études supérieures des populations défavorisées en simplifiant et en rendant clair et en nudgeant le parcours d'inscription. C'est ça qui compte pour nous. Et on est les premiers à dire. Et Cass Sunstein, qui est le co-auteur de Nudge, juste après Nudge, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Ethics of Influence. Voilà, l'éthique de l'influence. On peut parler et remettre la question de l'éthique au centre de cette question. On l'entend là avec Eric Singler, c'est qu'il y a des bonnes pratiques et des mauvaises pratique, un bon nudge ou un mauvais nudge, en tout cas dans la manière dont il peut être utilisé, du concept à la pratique, de sa théorie à l'utilisation. Quelques exemples plus ou moins virtueux. On peut se dire que si le nudge nous aide à être plus raisonnable, ça ne veut pas dire plus rationnel, que ça peut être une bonne chose, que ces études, cet outil peut nous amener vers des comportements plus vertueux aussi, non, Audrey Chabal? Alors, ça peut venir en appui. C'est-à-dire que ce n'est pas inintéressant, le nudge, quand ça vient en appui d'autres politiques publiques. C'est-à-dire qu'il faut absolument accompagner
un petit coup de pouce par une information, par une éducation. Sinon, malheureusement, ça c'est une question qui est souvent mise de côté par les personnes qui font du nudge, c'est la question de l'efficacité. C'est-à-dire que si on met en place un nudge pour manger plus sainement, par exemple, mais que l'efficacité se délite dans le temps, comme le montrent de nombreuses études, c'est-à-dire que le nudge a une efficacité de courte durée, quel est l'intérêt en termes de politique publique de mettre en place quelque chose qui ne va pas fonctionner à long terme? On parle par exemple là de la lutte contre l'obésité. Voilà, la question est ouverte, mais effectivement, quel est l'intérêt finalement si ça ne fonctionne pas? Mais là, ça veut dire qu'on juge du côté bénéfique ou pas de cet outil à partir du résultat. Et c'est plus la question de l'obligation de moyens, mais celle de résultat qui va devenir pertinente dans ces évaluations-là. Quand l'exemple est donné de Esther Duflo, des politiques pensées aussi contre les inégalités, là, on voit aussi qu'il peut y avoir dans le nudge une finalité qui se tourne dans le sens, en tout cas, de l'intérêt général et pas dans le cas d'intérêt particulier à défendre. Oui, oui, tout à fait. Et c'est bien la distinction que l'on peut faire entre le bon nudge et le mauvais nudge. Le mauvais nudge va être utilisé, par exemple, par des entreprises pour faire des profits. Le bon nudge, à l'inverse, va être utilisé par des politiques publiques pour l'intérêt général. On est bien d'accord. Le problème, effectivement, il y a la question de la morale, de l'éthique de ce nudge. Alors, elle se pose comment, cette question de l'éthique, justement, à la manière de Cass Sustain? Alors, la question éthique se pose de différentes manières, mais la première, je dirais, c'est cette idée de mettre en place des politiques qui fonctionnent ou non sur le long terme. Et la question morale est posée sur le terme de l'infantilisation ou de la manipulation. On peut se poser la question en partant du principe où l'économie comportementale considère que l'individu n'est pas rationnel. L'économie comportementale infantilise l'individu. Donc c'est très compliqué à partir de là de considérer que c'est une démarche qui est totalement éthique, puisqu'on ne laisse pas à l'individu finalement la possibilité de réfléchir pleinement et de manière adulte, je dirais, sur le bienfait ou non des politiques publiques et sur ce qu'elle considère comme étant intéressant pour le bien public. Alors, il y a des nudge units, comme on dit, des unités nudge chez BVA. C'est l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. Mais il y en a aussi, par exemple, à la SNCF. À quoi ça sert dans un cas comme une entreprise telle que la SNCF, dans le transport, ces unités-là? Alors, c'est très intéressant le cas de la SNCF. Ça a été notamment utilisé durant la pandémie. Par exemple, il s'agissait de réguler les flux de passagers pendant la pandémie. On voit bien la distanciation physique est très importante aujourd'hui. Il fallait donc orienter les passagers, éviter qu'ils se croisent au maximum, leur rappeler qu'il faut garder ses distances, se laver les mains, porter le masque. Donc là, on a des marquages au sol qui permettent justement de garder ces distances. Donc ce sont des petits rappels visuels qui permettent de garder ces distances. Qui sont aujourd'hui les architectes du choix, pour reprendre cette expression que vous utilisez, Audrey Chabal, dans votre livre « Souriez, vous êtes nudgé ». Qui sont les architectes? Il y a à la fois des entrepreneurs, des vendeurs, des médecins, des politiques aujourd'hui. Ils sont nombreux à vouloir se faire et être l'architecte de nos choix. Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, les architectes du choix, on peut considérer que ce sont toutes les personnes qui vont, à un moment ou à un autre, proposer différentes options, que ce soit aux consommateurs ou aux citoyens. Un exemple qui est très parlant, c'est sur Internet. L'architecte du choix, c'est tout simplement le designer, celui qui fait un site Internet et qui va
proposer différents modules graphiques à tel ou tel endroit. Donc, par exemple, on va mettre en place des cases précochées ou des petites fenêtres pop-up avec le fameux « j'accepte » qu'on voit apparaître dans différentes couleurs. Et rien que utiliser une couleur positive, on va dire, par exemple le bleu ou le vert sur ce petit « j'accepte », ça va inciter les individus à cliquer dessus et ne pas voir forcément qu'un petit peu plus haut, souligné en noir ou en gris, il y a marqué je clique pour en savoir plus ou je refuse. Et donc ça, par exemple, c'est une architecture du choix. Mais on en trouve absolument partout aujourd'hui. Oui, il y a différents biais qui sont utilisés aussi pour orienter ces choix. Ça vaut aussi pour les cases que l'on doit cocher régulièrement sur une feuille en mettant certaines informations en avant plus que d'autres. Aujourd'hui, et vous le racontez bien, vous montrez dans ce livre Enquête, Audrey Chabal, comment le nudge, utilisé au départ plus dans un souci marketing, a glissé vers la sphère politique. Est-ce qu'il a, en France, notamment, gagné en popularité aussi au sein de la sphère politique durant la crise sanitaire? Est-ce que cette crise que nous vivons depuis 1 an a vu s'étendre ces outils qui travaillent sur nos comportements? Alors, il faut le rappeler, on est dans une crise qui est hautement comportementale. Rappelez-vous, en début de pandémie, nous n'avions pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, pas de vaccin encore, évidemment. Et donc, les seuls leviers à ce moment-là des politiques publiques étaient des leviers comportementaux. Donc, il fallait rappeler aux individus qu'il fallait se protéger, qu'il fallait garder ses distances, porter un masque, etc. Donc, à ce moment-là, on a vu l'explosion, si je puis dire, de l'utilisation des sciences comportementales au profit des politiques publiques. Et la pandémie, ensuite, on l'a vu avec les marquages au sol, ces rappels de distanciation physique et tout ce nouveau langage, toute cette nouvelle terminologie, masque grand public, tout ce qui est du distanciel, des salariés de première, deuxième et troisième ligne, tout ça, c'est une terminologie de pandémie qui est là pour nous inciter, pour nous rappeler qu'il faut que l'on adopte de nouveaux comportements. Rendre l'individu plus responsable aussi. On se rend compte dans l'histoire récente que ce sont des stratégies politiques publiques qui sont adoptées quand l'État se sent plus impuissant pour agir, pour la collectivité, et qu'il a moins de capacité à protéger aussi sa population, à jouer son rôle protecteur. Oui, tout à fait. C'est ce que je décris dans mon livre. C'est que les politiques publiques, à un moment, se sont senties un peu dépassées. Il y a eu une défaillance à un moment de l'État qui n'avait pas joué son rôle en reconstituant les stocks de masques. Et donc, l'État, à ce moment-là, propose une rustine sur ses propres manquements en utilisant les nudges pour inciter les individus à adopter de nouveaux comportements. Donc, effectivement, dans le cadre et dans le champ des politiques publiques, souvent le nudge, qui est cet outil comportemental qui peut être intéressant sur différents aspects, est parfois malheureusement problématique parce qu'il vient vraiment essayer de sauver un radeau qui est en train de couler. Je donne cet exemple que m'avait donné le directeur donc de la Nudge Unit, si on peut l'appeler comme ça, de l'État, la DITP, qui m'expliquait qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de vaccin contre la grippe. Il y avait une pénurie qui a été de très courte durée, certes, mais que l'État lui demandait de mettre en place des leviers comportementaux, des nudges, auprès du personnel soignant des EHPAD pour les inciter à se faire vacciner. Donc on voit bien là qu'il y a un écart, un fossé absolument effrayant entre des attentes de l'État par rapport au nudge, qui espère beaucoup de choses du nudge, qui espère une baguette magique de la part du nudge, et la réalité du terrain qui est que l'État n'avait pas, à ce moment-là, suffisamment
commander de vaccins. On va écouter justement l'un des responsables de cette DITP, Direction interministérielle de la transformation publique, en tout cas de cette unité à la DITP. C'est Stéphane Giraud, il est chef de projet en sciences comportementales là-bas. Les leviers d'action traditionnels s'adressent à un homo economicus, un être présumé rationnel, calculateur, optimisateur d'intérêts. Et on a des mécaniques de décision, des phénomènes psychologiques qui font qu'on a des comportements réels qui sont très loin de ça. Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien, si c'est mal, si c'est moral ou pas, c'est juste que c'est comme ça. Donc quand vous faites une politique publique, c'est toujours mieux quand même de tenir compte de ces, alors on peut appeler ça des biais, on peut appeler ça des phénomènes comportementaux, mais tout un ensemble de mécaniques psychologiques qui conditionnent la réussite des politiques publiques, surtout quand ces politiques publiques, elles ont justement vocation à changer les comportements. Quand vous occupez d'environnement, de santé, de sécurité routière, mais aussi du civisme fiscal, vous êtes sur un objectif de changement de comportement. Et pour changer ces comportements, c'est bien de savoir ce qu'il peut y avoir dans la partie la plus intime de nos prises de décision. Mais ça ne veut surtout pas dire, par contre, aller tenter de jouer avec cette intimité. Il faut juste la comprendre. Voilà, Stéphane Giraud qui vous a raconté aussi notamment comment le gouvernement leur a demandé de les aider dans l'acceptation des mesures barrières en pleine crise du Covid et ces recommandations adressées de la direction interministérielle de la transformation publique, activer la coopération, rendre les choses plus simples. Il y a un certain nombre comme ça de lignes fortes, de tendances qui sont mises en avant pour renforcer la confiance, pour faire accepter aussi à l'opinion publique l'incertitude. On parle d'influence. Quand vous l'entendez, Stéphane Giraud, est-ce que vous avez le sentiment qu'il intègre sa pratique, qu'il la pense comme telle, avec le sentiment d'influer vers des comportements plus vertueux, ou est-ce que vous voyez quand même cette ligne assez floue, savonneuse, vers la manipulation de l'opinion, même si le mot peut paraître plus fort? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut faire la distinction entre l'utilisation des sciences comportementales et le nudge. Je pense que vous avez bien compris, le nudge, c'est vraiment cet outil marketing qui peut justement glisser vers cette manipulation. D'ailleurs, les auteurs parlent eux-mêmes dans leur ouvrage de cette pente savonneuse qui risque justement d'être utilisée par certains nudgers, d'être empruntée par certains nudgers pour pour manipuler d'une certaine manière l'opinion. Je pense que Stéphane Giraud est très conscient de cela et fait attention justement à ne pas dépasser cette ligne. Mais effectivement, on peut se poser la question quand l'État commence à utiliser les sciences comportementales, quelle est la limite entre nous influençons et nous influençons jusqu'à la manipulation. En fait, c'est toujours la question. Ce qu'il y a clairement, c'est une fabrique du consensus aussi. Oui, tout à fait. On l'a très bien vu pendant la pandémie. L'État s'est appuyé sur des grandes idées, sur des grandes notions de sciences comportementales, comme par exemple utiliser la peur, activer cette peur. Au début de la pandémie, c'était très marqué avec le discours de guerre de Macron, avec aussi cette idée de décompte des morts tous les soirs, qui venait un peu comme une sentence chaque soir par l'État pendant une conférence de presse, donc quelque chose de très solennel. Ce décompte des morts aussi venait rappeler la gravité de la situation. Ça, ce sont des leviers comportementaux sur lesquels l'État a joué pendant la pandémie. Mais aussi, il y a eu toute cette fabrique de l'acceptation, de l'acceptabilité des gestes barrières qui est passée évidemment sur des biais comportementaux, qui s'est appuyé sur ces biais comportementaux. Ou de la nécessité de se faire vacciner aussi, Audrey Chabal. On peut se dire qu'avec ce nudge, à force de vouloir susciter l'adhésion, de vouloir fabriquer le consentement ou le consensus aussi sur telle ou telle décision ou prise de décision, il peut y avoir un effet boomerang, il peut y avoir un retour de la défiance.
Alors oui, c'est toujours quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'utilisation des nudges. C'est cet effet boomerang, effectivement. Il y a un exemple qui est donné par Richard Thaler et Kassenstein qui est très intéressant et très parlant. Ils ont proposé donc à certains individus de comparer leur consommation d'électricité par rapport à leurs voisins. Donc ils recevaient un smiley content s'ils consommaient moins que les autres et un smiley mécontent s'ils consommaient plus. On s'est rendu compte que pour ceux qui consommaient plus, l'effet du nudge est très positif, c'est-à-dire qu'ils se mettent à consommer moins en se disant je vais faire comme les autres et je vais moins consommer. En revanche, pour ceux qui consommaient déjà moins, il y a eu un effet boomerang, c'est-à-dire un relâchement des pratiques et les gens se sont mis à consommer plus. Donc là, effectivement, on peut se poser la question dans le cadre de la pandémie et de la vaccination, quel va être l'impact et l'effet des nudges mis en place, ou en tout cas de ces incitations à la vaccination sur les individus, sachant qu'on partait d'une très grande défiance des Français. Par rapport à la vaccination, une défiance qui est en train d'évoluer, mais une défiance quand même au départ. Donc là, on peut se poser la question, effectivement. Voilà, inciter sans contraindre. Merci beaucoup à vous, Audrey Chabal, d'avoir été avec nous à l'occasion de la parution aux éditions du Faubourg de votre livre enquête « Souriez, vous êtes nudgé », comment le marketing infiltre l'État.